Conakry le 16 mars 2019. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Renforcement des capacités des agents de développement. 175 cadres de l'État bénéficient d'une formation à l'Institut français de Guinée. Ils apprennent les techniques de rédaction des dossiers administratifs. Le conseil d'administration de l'ITIE international apprécie les progrès réalisés par l'État guinéen dans la gouvernance minière. L'institution juge de significatifs les résultats obtenus par la Guinée. La culture de la pomme de terre fait du chemin à Baro en Haute-Guinée. Un des fils de la localité encourage ses frères à s'intéresser à cette culture qui génère des fonds importants. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC vient de signer à Dubreka une convention de partenariat avec l'Institut français de Guinée. Cette convention porte sur la formation de 175 agents de développement. Objectif, renforcer les capacités des agents bénéficiaires dans la rédaction des dossiers administratifs. Mohamed Amin Kamara. Pour une bonne gestion des affaires publiques, les administrations locales ont besoin de personnel qualifié, des acteurs locaux aptes à rédiger des rapports dans un langage spécifique à l'administration. À Dubreka, tout comme dans les autres communes du pays, le besoin de formation des cadres est pressant. Le gouvernement a accepté de mettre à la disposition des collectivités d'importantes sommes pour leur permettre de faire face à leurs préoccupations. Alors, quand c'est comme ça, il est important que les gens qui doivent s'occuper de ça soient outillés d'éléments pour leur permettre de faire le travail dans les règles de l'art. Dans l'élan d'exécution de sa mission, l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC sollicite l'expertise de l'Institut français. Pour matérialiser ce partenariat, les deux institutions signent une convention de formation de 175 agents de développement à travers le pays. On compte mener des opérations de renforcement de capacités en français administratif et en rapport financier, et tout en faveur des acteurs locaux et de certaines femmes leaders. Ce programme, il est important car les collectivités, les acteurs locaux doivent pouvoir exprimer leurs demandes. Il a été jugé utile d'améliorer la formation des agents locaux, des secrétaires généraux en français technique, en français de l'administration, pour leur permettre de comprendre aisément les différentes instructions, circulaires, directives qu'ils pourront recevoir de l'administration, et surtout pour qu'ils soient en mesure d'assurer le meilleur service public au bénéfice de la population. L'Agence française de développement accompagne la mise en œuvre de ce programme de formation. Déjà, dans le cadre du financement des collectivités, l'AFD débourse 10 millions d'euros, soit 100 milliards de francs guinéens. Accompagner l'ANAFIC, c'est servir la Guinée, mais pour servir la Guinée, il faut servir la démocratie locale en lui donnant le moyen aux élus et aux représentants de trouver des solutions aux habitants, au plus près. Dubreka, la cité de Soumba-Toumani est d'ores et déjà la commune ciblée pour abriter les premières sessions de formation des agents locaux concernés. Pour les prochains contrats, le programme va s'étendre à plus de 600 autres acteurs locaux des 337 communes de l'intérieur du pays. Comment faire respecter les droits des consommateurs? La question préoccupe l'État et ses partenaires. Des caisses de conservation des aliments viennent d'être mises à la disposition des vendeurs. À cet effet, l'initiative est du ministère du Commerce avec l'appui de l'Union nationale des droits des consommateurs. Falilou Yallo, Maurice Sidibi, reportage. La commercialisation des aliments dans les rues et les marchés s'est fait au mépris de tout aspect hygiénique. Pour mettre fin à cette pratique, des caisses de conservation sont offertes aux vendeurs par le ministère du Commerce et l'Union nationale des consommateurs. C'est à l'occasion de la journée internationale des droits des consommateurs. Nous avons constaté, effectivement, c'est un constat un peu amer, que le Guinéen lambda n'était pas au fait, n'est-ce pas, de ses droits. D'accord. Il y a plusieurs exemples, effectivement, qui nous sont revenus et nous avons jugé utile, n'est-ce pas, pour fêter et célébrer donc la journée mondiale des droits des consommateurs. Un espace d'échange direct
enquête est initiée pour permettre aux consommateurs de mieux connaître leurs droits. Aujourd'hui, le monde est un monde planétaire où les échanges commerciaux sont libres. Si nous ne nous mettons pas dans la dynamique du respect des règles et des normes, bien entendu, nous resterons une société de consommation au lieu de participer à l'émancipation et à l'épanouissement du secteur commercial africain à travers le continent. De nombreuses réformes qui sont entamées pour mettre sur le marché guinéen des produits de qualité et des produits sécurisés. Et donc le gouvernement s'est justement associé à cette initiative. Et moi de la présidence également, parce que nous pensons qu'elle doit être encouragée, qu'elle doit être poursuivie. Le respect des droits des consommateurs est un élément essentiel dans la préservation de la santé publique. Le ministère du Commerce et la société civile, à travers l'Union nationale des droits des consommateurs, sont déterminés à réguler le secteur. La Guinée améliore son système de surveillance en mer après la formation des inspecteurs de pêche. Le Centre national de surveillance et de police des pêcheries vient de bénéficier des nouveaux équipements. Ce don est composé de matériel de communication et vise à faciliter la liaison entre les différents pays. Mamadi Ternakamichoko. Suivre le mouvement des bateaux de pêche clandestins pays après pays dans l'espace maritime de la CEDEAO jusqu'à leur arraisonnement, c'est le nouveau défi que la Commission sous-régionale des pêches compte relever. Dans les 7 États membres, un système de liaison existe désormais entre les différents inspecteurs et contrôleurs de pêche dans le but de faciliter la communication. À Conakry, l'outil est installé dans l'enceinte du Centre national de surveillance et de police des pêcheries. À travers cet écran et accessoires et une caméra téléguidée, la Guinée réconforte les partenaires dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. L'équipement, c'est un système de visioconférence qui nous permet donc de faire des conférences à distance entre les structures SCS. Ceci va nous permettre un peu de régler ces difficultés de liaison que nous avions par le passé. C'est pas comme avant qu'un navire rentrait et sortait sans prendre de dispositions. Toutes les dispositions sont en place et si le navire est annoncé par exemple à Dakar pour une pêche illicite, on ne peut pas le recevoir en Guinée comme dans les temps. La pêche INN fait perdre des centaines de millions de dollars aux pays affectés. Conscient de ce danger, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime invite l'ensemble des corps de contrôle de nos eaux à plus de vigilance et de rigueur dans le travail. Je vois l'effort fourni par les uns et les autres en matière de surveillance. L'épine dorsale de notre métier, là, c'est la surveillance. Et aujourd'hui, la délégation de la Commission européenne, même Bruxelles, reconnaît ce travail. J'ai reçu un message aujourd'hui encourageant de la part de ses partenaires. Je ne peux qu'encourager les uns et les autres à faire correctement le travail, à faire la loyauté dans le travail compte. Ce don de la Commission sous-régionale des pêches intervient au terme de 3 jours de formation des inspecteurs de pêche à Conakry. L'objectif est de renforcer les capacités de chaque maillon de la chaîne de lutte contre ce fléau mondial. Je vous le disais en titre, maintenir et améliorer la transparence dans le secteur minier. Le conseil d'administration de l'ITIE International apprécie les efforts fournis par la Guinée dans la gouvernance minière. Après plusieurs évaluations, l'institution vient de publier ses appréciations. Elle juge les progrès réalisés par la Guinée de significatifs. La réaction du gouvernement guinéen dans ce reportage signé Mamadou Alpha Baldi. Connue pour son fort potentiel minier, la Guinée compte faire de son secteur extractif un exemple de transparence dans la gouvernance minière. Des efforts qui sont reconnus à l'international. Depuis le 1er juillet 2018, la Guinée est soumise à une nouvelle validation aux normes ITIE. Après quelques mois d'évaluation, le conseil d'administration de l'ITIE International donne la note de progrès significatif à la Guinée. L'une des avancées majeures retenues par l'organisation, la publication de tous les contrats miniers qui sont aujourd'hui accessibles à tous. Pour renforcer cet élan de transparence dans les mines, l'ITIE International invite la partie guinéenne à poursuivre les réformes déjà engagées. Aujourd'hui, le secteur minier guinéen est l'un des plus dynamiques au monde. Pour aider les populations à tirer pleinement profit des retombées minières, la culture de la transparence est un allié indispensable.
Voilà, à propos, nous recevons en direct dans ce journal le secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie, M. Sadou Nimagan. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le sait déjà, depuis 2011, de nombreuses réformes ont été engagées dans le secteur des mines, depuis donc l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir. La Guinée fait partie aujourd'hui du top 3 des plus grands producteurs de bauxite au monde. Concrètement, qu'est-ce que cette nouvelle validation aux normes LITIE va apporter à la Guinée? Permettez-moi d'abord de remercier à une telle occasion tous ceux qui ont fourni des efforts pour qu'on arrive à ce résultat. Je voudrais commencer d'abord par M. le Président de la République qui s'est battu. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, dès qu'il a été élu en 2010, il a fait beaucoup d'efforts. Il s'est battu contre les grands du secteur, les géants, pour la lutte contre la corruption. Cela est un secret de polichinelle. Et je salue aussi les efforts de la presse, les efforts de la société civile et tous ceux qui ont contribué, les administrations publiques, à commencer par le ministère des Mines. Cela étant dit, nous avons déjà en 2014, toujours sous le leadership du président, nous avons pu être validés comme pays conforme. L'ITIE a changé les perspectives de notation désormais. Maintenant, ce sont des grilles, des niveaux. Nous avons atteint le niveau des pays ayant accompli des progrès significatifs. Cela veut dire que l'ITIE, pour savoir l'impact que cela va avoir, il faut savoir ce que c'est que l'ITIE. L'ITIE s'est aujourd'hui identifié comme une institution de notation qui crédibilise les pays. Donc, désigné comme pays ayant accompli des progrès significatifs, cela signifie que la Guinée est devenue une bonne destination pour l'investissement. Quand on est une bonne destination, cela veut dire que le secteur minier va connaître un flux d'investisseurs et que des emplois seront créés, qu'il y aura des retombées financières, qu'il y aura un contenu local suffisant. Et nous allons nous battre pour que cela soit ainsi au niveau du ministère des Mines, avec le soutien, le grand soutien du président de la République. Oui, le LITIE, c'est en fait un processus. On le sait, de nombreux rapports ont été produits et vulgarisés. Tout cela entre dans le cadre de la promotion de la transparence. Aujourd'hui, et quels sont les prochains défis du comité de pilotage de LITIE Guinée? Le comité de pilotage va continuer son travail sous la direction de tous les acteurs, notamment le président de la République, le gouvernement qui définit la politique. Nous allons au niveau de l'ITIE continuer à mettre en œuvre un plan d'action qui est déjà élaboré au niveau du comité de pilotage. Nous avons déjà élaboré ce plan d'action, une commission est désignée pour travailler là-dessus. Ce qu'il est important de dire ici aujourd'hui, c'est que nous avons pu, grâce à la dynamique qui a été enclenchée par le président, nous avons pu mener une transformation substantielle du secteur minier. En seulement 8 ans, nous étions un pays qui est méconnu, notamment pour la bauxite. Aujourd'hui, nous sommes parmi les grands acteurs. N'oublions pas qu'il y a eu déjà embelli de la bauxite, il y a eu déjà beaucoup de succès, évolution de prix dans le passé. Mais aujourd'hui, c'est une politique qui a permis la production de la bauxite, qui va permettre la transformation de la bauxite en Guinée. Nous allons créer des emplois et apporter beaucoup de bonheur aux populations guinéennes. Et justement même, on dit aujourd'hui que la Guinée fait partie du top 3 des plus grands producteurs de la bauxite au monde. Oui, depuis 40 ans, il n'y avait pas de production de bauxite en Guinée. Grâce aujourd'hui à toutes ces réformes, notamment la validation déjà qu'on avait en 2014, étant désigné pays conforme, nous avons pu avoir par exemple le financement de l'extension du projet de bauxite de la CBJ. Nous avons pu avoir aussi le financement du GAC, avec des institutions allemandes. Nous avons pu quand même avoir beaucoup de financements, un investissement sans précédent dans le pays. C'est parce qu'il y a eu un président qui a travaillé, il y a une équipe derrière lui qui a pu mener bien cette politique-là. Et d'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que l'ITIE par endroit a classé la Guinée comme pays ayant dépassé les performances qui étaient attendues. Donc tout cela, ce n'est pas fortuit, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et encore une fois, je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé dans ce sens-là, qui ont pu permettre d'atteindre ces résultats. Monsieur le secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie, Sadou Nimagan, je pense que c'est des résultats très encourageants. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Autre chose au plan national, la problématique de la gestion des conflits entre acteurs étatiques, sociétés minières et communautés est en débat à Conakry. La rencontre est pilotée par le département des mines et de la géologie et vise à renforcer les capacités de la chaîne de l'administration minière. Valérie Talimanet, reportage. Dans la gouvernance minière, la gestion des conflits est l'un des challenges des administrateurs. Des litiges sont enregistrés quelquefois encore par endroits. En cause, le déséquilibre dans la répartition des revenus miniers et quelques insuffisances dans le respect des contrats d'exploitation.
Quand il y a conflit dans le secteur minier, il y a les plaignants, soit l'État ou la société minière, il y a les normes, il y a les démarches à faire. Ce n'est pas du jour au lendemain on se lève pour faire une plainte contre l'État ou que l'État se plaigne contre une entreprise. Il faudrait d'abord que les faits soient avérés. L'objectif visé est de mieux gérer, voire éviter d'éventuels différends entre l'État et les promoteurs de projets miniers. Concernant l'arbitrage international, on a vu 2 cas, qu'il y avait l'arbitrage ad hoc et l'arbitrage institutionnel. On nous a même invités à militer pour l'arbitrage institutionnel, parce que là, il y a déjà une règle qui est mise en place. Et réellement, les procédures sont respectées et viables, mais l'inconvénient seulement, c'était que le coût était aussi élevé. Nous devrons d'abord savoir que quand il y a une société minière sur place et avec l'État, il y a une convention. Ces conventions, c'est pourquoi on montre à chacun c'est quoi ses obligations, c'est quoi ses devoirs. Et quand une société où l'État a failli au respect de ces différentes obligations, et là, en ce moment, on parle de conflit. 7e du genre, cette rencontre initiée par le ministère des Mines et de la Géologie bénéficie du financement de la Banque africaine de développement. Ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre de la poursuite des réformes engagées par le président de la République dans ce secteur porteur de croissance. Justement, avant de poursuivre ce journal, ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. La présidence de la République a la profonde douleur d'annoncer au peuple de Guinée le décès de l'Haj Aboubacar Konté, imam et contigui de Bofa. Décès survenu ce samedi 16 mars 2019 à Conakry des suites de maladie. Les préparatifs liés aux obsèques seront pris en charge par la présidence de la République. En cette douloureuse circonstance, le président de la République, professeur Alpha Condé, adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée ainsi que celle du peuple et du gouvernement guinéen. Que l'âme de l'Haj Aboubacar Konté repose en paix. Amen. Le bureau de presse de la présidence de la République. Autre temps fort de cette édition, les travaux de la 24e conférence des directeurs généraux des douanes se poursuivent à Bangui en Centrafrique. À marge des travaux, le président centrafricain a décerné des distinctions à 3 personnalités, dont le Guinéen, général de brigade Toumani Sangaré, directeur général des douanes. Les temps forts de cette cérémonie avec nos envoyés spéciaux David Silla, Isidore Landamo de Tunkarata. Toutes les délégations venues de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont rallié la présidence de la République centrafricaine pour prendre part à l'événement. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a décidé de remettre des distinctions honorifiques au général de brigade Toumani Sangaré, vice-président de l'OMD AOC, à Kinyo Mikiria, secrétaire général de l'OMD, et à Frédéric Théodore Inamo, directeur général des douanes centrafricaines. Ces 3 personnalités qu'il reçoit ici en audience. Après leur avoir signifié que leur engagement et leur action dans le cadre du renforcement des capacités et la modernisation des administrations douanières motivent sa décision, place à la cérémonie de distinction. Décret numéro 19.048 portant nomination à titre exceptionnel dans l'ordre national de la reconnaissance centrafricaine. Le président de la République, chef de l'État, décrète, article 1er, est nommé à titre exceptionnel dans l'ordre national de la reconnaissance centrafricaine, au grade de commandeur, général de brigade Toumani Sangaré, vice-président de l'Organisation mondiale des douanes pour la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel. Fait à Bangui le 21 février 2019, professeur Faustin Archange Touadéra. Les 3 récipiendaires ont été reçus avec tous les honneurs dus à leur rang dans la salle des ambassadeurs. Ici, au nom des 3 récipiendaires, le général de brigade Toumani Sangaré a longuement remercié le président de la République centrafricaine et le peuple centrafricain pour cette marque d'attention à l'égard des administrations douanières. Vous savez, depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République, le professeur Alpha Condé, la douane a amorcé une réforme. Et c'est cette réforme qui nous a valu aujourd'hui le poste de vice-président.
Et en 2018, vous avez vu le président lui-même qui s'était déplacé pour venir serrer la main au directeur général des douanes de la région Oumdé à l'hôtel Sheraton de Conakry. Donc à cette occasion, nous avons été désignés vice-présidents. Et tout cela grâce à l'appui, au soutien du président de la République au programme de réforme de notre administration. Pour arroser la cérémonie, le président de la République centrafricaine a offert un cocktail géant aux heureux récipiendaires et à l'ensemble des invités. Consolider le leadership féminin dans le monde, le sujet était au centre d'un panel de haut niveau. C'est au cours de la 63e session de la Commission sur les conditions de la femme à New York. Les chefs d'État et des ministres femmes, leaders, ont pris part à ce débat. La ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine était parmi les panélistes. Suivez le reportage de Fatoumata Samora depuis New York. Sur invitation de la présidente de l'Assemblée générale, une dizaine de chefs d'État et ministres partagent leur expérience de femmes leaders. L'objectif recherché, motiver d'autres femmes à franchir le cap, surtout impliquer les populations dans les programmes de développement socio-économique. Cette expérience, la Guinée l'expérimente déjà. La Guinée est un modèle pour beaucoup de pays. On a beaucoup à apporter au monde, donc j'étais fière de pouvoir apporter cela aujourd'hui. Et aussi les autres aussi ont à nous apporter. Surtout ces jeunes femmes dynamiques qu'on a vu un peu partout aujourd'hui et dont j'amène l'expérience pour les jeunes femmes de chez moi. Placée sous le thème Femmes et pouvoir, cette discussion a permis de mieux comprendre les rouages du leadership féminin. L'éducation est absolument essentielle. Et quand je dis éducation, il n'y a pas que l'éducation formelle. Parce que cette histoire de polygamie est aussi une histoire qui est liée un peu à l'éducation. Il y a un peu à l'éducation civique, au partage d'informations. Et je crois qu'en Guinée, aujourd'hui, on a un système judiciaire qui est excellent. En matière de leadership féminin, la Guinée est un modèle qui inspire plus d'un. Pour maintenir cette position de pionnière, les autorités du pays, la société civile et les femmes elles-mêmes devraient consolider les acquis, mais également penser à assurer la relève. De New York, retour en Guinée, direction Baro dans la préfecture de Kouroussa, où la culture de la pomme de terre enregistre de bons résultats. Ce qui était au départ une initiative expérimentale prend de l'ampleur et attire des jeunes autrefois tournés vers l'exploitation artisanale des mines. La promotion de cette culture est soutenue par un fils de terroir. Reportage signé Tierno Ousmane Diallo. Les rives du fleuve Nyandan à Baro dans Kouroussa, la culture de la pomme de terre avance progressivement. 2 mois et demi après la mise en terre des semences, l'heure est à la récolte. Bilan satisfaisant pour l'initiateur de cette culture dans la région, résolu à la promouvoir dans la zone pour diversifier l'alimentation et améliorer les revenus des populations. Un coup d'essai est devenu un coup de maître. C'est la 3e expérimentation et nous sommes plus que satisfaits. Vous voyez, les récoltes en disent long. Combien de fois le sol de la Haute-Guinée, singulièrement celui de Kouroussa, répond favorablement à la culture de la pomme de terre. Le succès de cette culture à Baro est déjà un élément catalyseur pour détourner les jeunes des mines artisanales. Cette année, ce sont eux qui ont été mis au devant dans la valorisation de la culture. Une prise de conscience s'opère à leur niveau. Mais ma foi soraro ne no wolera kan sembo de bararo kana pomme de terre sénédiado. J'étais dans les mines, mais je n'ai rien eu. J'ai décidé de cultiver la pomme de terre. Dans les mines, seuls 10% réussissent, beaucoup perdent. Moi, aujourd'hui, je dis Dieu merci. Notre mine, c'est ici maintenant. Ce qu'on ne savait pas, on l'a su. Nous n'irons nulle part maintenant. C'est ça qu'ils nous ont dit dès que je suis venu. Ils demandent, vous voyez la plaine, et la plaine à perte de vue, il y a l'eau à perte de vue. Et même ils demandent d'occuper tous ces bas-fonds, qui fait au moins 10 hectares. La réussite de la culture de la pomme de terre à Baro devrait faire tache d'huile dans toute la région. Des réflexions sont déjà en cours pour la création d'une fédération de producteurs de pommes de terre en Haute-Guinée. Dans le souci de préserver les valeurs africaines, le professeur malien Babou Yang est en tournée de sensibilisation en Afrique. Il est attendu à Conakry le 30 mars pour une conférence, mais avant, il déroule l'objet de son périple. Sanatondo Kamara, Tabansila reportage.
Après plusieurs capitales et régions d'Afrique et du monde, professeur Babou Niang pose ses valises à Conakry. Ce périple s'inscrit dans le but de rendre au plus vieux continent ses valeurs et traditions aujourd'hui dissipées. Ce combat autour des conférences d'éducation et de sensibilisation sur la démystification de la magie et la sorcellerie a commencé il y a près de 30 ans. Notre ambition, c'est de réveiller les Africains. Les Africains qui ont tendance à oublier notre culture, qui ont abandonné nos cultures. Il faut qu'ils reviennent en arrière, il faut qu'ils regardent dans le rétroviseur. Il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, c'est vrai, la modernité est là, mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé grand-chose en Afrique. Les maladies sont là. C'est vrai, il y a plus de médicaments, il y a tellement de pharmacies, il y a tellement de docteurs, mais les maladies persistent. Donc il faut que les Africains se réveillent et qu'ils regardent qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Pour se diplômer de l'Institut des 77 secrets de la magie noire de Bombay en Inde, pays qu'il dit rejoindre à pied à travers le secret de la magie, un vieillard qui meurt en Afrique ne doit plus être une bibliothèque qui brûle. Pour ce faire, le savoir doit être transmis à la nouvelle génération. Si Dieu t'a accordé un secret, c'est pour que tu puisses transmettre le secret, que ce soit de génération en génération. Mais si vous gardez le secret uniquement pour vous, pour se faire la poche, marier des belles femmes, faire des belles maisons, et puis un jour vous êtes appelé à partir, mais qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Donc c'est ça mon combat. La multiplication des billets d'argent, la démystification de la sorcellerie et leur antidote par la démonstration sont entre autres thèmes abordés lors de cette rencontre avec la presse. Déjà, les appels se multiplient à l'endroit des Guinéens, désireux de connaître le pouvoir magique et thérapeutique de ce conférencier. Le professeur est là pour la démystification de tout ce qui est fausseté, et surtout nous les femmes qui aimons partir chez les marabouts et qu'on ne pas croire aux mensonges des gens. Comme il l'a dit lui-même, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour soigner certaines maladies en Afrique. En plus de ces démonstrations magiques, professeur Niang, à l'occasion de sa grande conférence prévue ce 30 mars au Palais du Peuple, promet aux Guinéens plusieurs surprises. Forte mobilisation, ambiance indescriptible. Les femmes du Cancan sont sorties massivement pour exprimer leur soutien indéfectible au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Cette marche de soutien des femmes de Nabaya s'est déroulée au centre-ville. Notre reporter Fodé Bangali Fofana était de la partie. Images et commentaires, regardez. Le mois de mars étant le mois des femmes, une opportunité pour les femmes de Cancan de faire entendre leur voix. Ce samedi matin, c'est ici, devant le bloc administratif de la préfecture, qu'elles se sont donné rendez-vous pour une marche de soutien au professeur président Alpha Condé. Toutes les organisations socio-professionnelles des femmes de Cancan, spontanément, elles se sont fortement mobilisées pour cette marche. C'est après une heure de marche qu'elles arrivent à la place des Martyrs où elles ont été reçues par le gouverneur de la région, entourées des préfets de Cancan, Mandiana, Kerouané et Kouroussa. Wallahi amray kuma kamen aina men fola aino kakam ba diaro tere woli nyuma lone di aina woli nyuma lo sila ureta la ka lo professeur Alpha Condé ma aibra idaka ka fo kaye alile ko su anintele ka be alabara nyuma ma ko akiso aki bang ay koni ale ko faya la bara le la bang kela dise atrima kela dise professeur Alpha Condé ma aka kesina ba ke
en tout cas quel a dit là c'est professeur Alpha Condé ma non tamiriado jama diamando musoye diamando professeur Alpha Condé yene donc anye barkabla la ye ayni ke alama salada. Dans l'actualité encore, la mosquée centrale de Boké a été inaugurée hier vendredi. C'est le ministre de la Communication et de l'Information qui a présidé la cérémonie. Les fidèles ont imploré la grâce divine afin qu'il répande sa miséricorde sur le pays. Fatimatou Yalo revient de Kakan des reportages. À environ 300 km de Conakry, la préfecture de Boké. Ici, les fidèles musulmans sont dans la ferveur de l'ouverture officielle de leur grande mosquée. Entamés il y a environ 8 mois, les travaux de reconstruction de cette mosquée de Dieu sont financés à hauteur de 2 milliards de francs guinéens par un fils de la localité. Aujourd'hui, grâce à un fils du terroir, M. Diao, on peut se réjouir d'avoir un frère comme Diao qui a mis ses ressources financières à la disposition de Dieu. Un des fils de Boké, qui d'ailleurs après d'autres qui ont rénové à des moments, s'est engagé à rénover entièrement la mosquée de Boké, et il faudrait que nous autres qui sommes ressortissants et fils de Boké, que nous puissions aussi contribuer au développement de Boké dans d'autres secteurs. Il y a plus de 2 siècles que cette mosquée existe. Elle est présentement à sa 3e opération de rénovation totale. Ce qu'il manquait à cette grande mosquée aujourd'hui, tout existe là. Il y a la sonorisation, il y a le forage, les dalles sont à l'intérieur de la cour, donc les tapis sont là. À l'intérieur, ça ne manque pas. Donc aujourd'hui, avec une peinture et des ampoules extraordinaires, un bijou flambant tout neuf. Cette action incite les fils ressortissants et résidents à œuvrer pour le développement de leur préfecture. Un bel exemple d'engagement citoyen au développement local, salué par le ministre de l'Information et de la Communication. Si chaque fils de Boké fait un peu pour la localité, je pense que c'est toute la ville et toute la préfecture qui y gagnera. Cela est un exemple. Tout le monde doit suivre cette voie et essayer de faire le maximum pour développer cette région qui nous est si chère. Cette inauguration est une occasion pour les fidèles musulmans de se retrouver et de communier. Je vous le disais hier, la préfecture de Mandiana vient de bénéficier d'un centre d'accueil moderne. Il est offert par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. L'infrastructure suscite assez d'engouement chez les bénéficiaires. Elle a coûté plus de 9 milliards de francs guinéens. La population de Mandiana exprime leur gratitude au président de la République. C'est le prince de Mandiana, Noman Condé, qui rapporte la nouvelle. 15 ans après la disparition de Siradou Diallo, journaliste et leader politique, la famille politique de l'UPR, Union pour le progrès et le renouveau, rend hommage à l'illustre disparu à travers une lecture du Saint-Courant. La cérémonie a eu lieu à l'abbaye Sarfoudine Diallo, Alpha Issiagaba. 14 mars 2004, Siradou Diallo nous quittait. 15 ans après sa mort, ses amis et sa famille politique lui rendaient hommage à travers une cérémonie sur fond de prière et de lecture du Saint-Coran. Siradou Diallo nous a initiés à la démocratie. Siradou Diallo nous a initiés à l'action politique, particulièrement nous les femmes. Siradou Diallo est un homme tolérant. Il n'aimait jamais la bagarre, la violence, ce n'était pas Siradou Diallo. Heureusement, Siradou a laissé un homme politique en qui il avait confiance, M. Baoussouna. Siradou Diallo a été un éminent journaliste du magazine Jeune Afrique avant de se lancer en politique. Il fut le premier président de l'Union pour le progrès et le renouveau UPR. Siradou Diallo avait participé aux élections présidentielles de 1993. Ses amis se souviennent encore de lui. Si vous me demandez d'évoquer des souvenirs, certainement que je me perdrai dans les différentes séquences. Mais je voudrais tout simplement dire que M. Siradou a été une source, et une très grande source d'inspiration pour moi. Pour le temps que j'ai passé avec lui, les leçons que j'ai tirées, les enseignements que j'ai eus, d'avoir vécu quelques 8 années à ses côtés, en qualité de vice-président du parti.
Depuis la disparition de Siradio Diallo, ses anciens amis et collaborateurs organisent chaque année des prières de bénédiction, des recueillements pour le repos de l'illustre disparu. Et bien sport foot, avant de refermer cette édition en plus bref, en Champions League africaine, au compte de la dernière journée du match retour des huitièmes de finale, le Orea AC se qualifie pour la seconde fois de son histoire en quart de finale. Le club champion de Guinée a battu et éliminé Orlando Pirates ce samedi au stade du 28 septembre à Conakry sur le score de 2-1. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.